Nous vivons avec un esprit saturé. Nous courons, pensons, répondons, mais rarement nous respirons calmement. Nous nous sommes habitués à un esprit pollué par l'excès, excès d'informations, de bruit, de comparaison. Et le pire, c'est que nous le voyons désormais comme quelque chose de normal. Mais ce n'est pas le cas. L'esprit n'est pas né pour être en guerre avec lui-même. L'esprit a besoin d'espace. Il a besoin de silence. Vous ne pouvez pas trouver la paix si votre tête est pleine de choses qui ne vous appartiennent pas. La philosophie stoïcienne l'a compris il y a des siècles. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous pensez, mais vous pouvez décider quelles pensées vous nourrissez. Les neurosciences le confirment. Lorsque vous apprenez à observer sans réagir, le cerveau change. Les centres de stress s'éteignent et la partie qui vous donne de la clarté s'active. En d'autres termes, le calme n'arrive pas lorsque tout est en ordre, mais lorsque vous apprenez à maintenir l'équilibre au milieu du désordre. Désintoxiquer l'esprit n'est pas un luxe, c'est une urgence. C'est nettoyer la saleté invisible que nous accumulons chaque jour. L'inquiétude, la comparaison, la culpabilité, la surexposition. Il ne s'agit pas de fuir le bruit, mais de reprendre le contrôle de ce qui entre dans votre esprit. Ceci n'est pas une vidéo de belles phrases, c'est un entraînement pour votre esprit. 8 leçons pratiques, simples, réelles, des stratégies pour que vous commenciez à respirer à nouveau, pour que vous arrêtiez de vivre en pilote automatique et retrouviez la clarté. Le calme n'est pas l'absence de pensée, c'est la présence consciente. Il ne s'agit pas d'éliminer le bruit, mais de choisir ce qui vaut la peine d'être écouté. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourriez découvrir que la véritable paix ne se cherche pas, elle se travaille. 1. Fais le silence quelques minutes par jour. L'esprit est comme un champ de bataille à l'aube. Les pensées entrent comme des soldats sans ordre. Certains courent, d'autres crient, et toi, au milieu de tout cela, tu essaies juste de rester debout. Vivre avec l'esprit plein de bruit, c'est vivre en guerre constante. C'est pourquoi le silence n'est pas une option, c'est une stratégie. Faire le silence quelques minutes par jour ne signifie pas éteindre le monde. Cela signifie se reconnecter à son centre avant que le chaos ne t'emporte. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de soi-même. Nous sommes tellement habitués à remplir chaque espace avec des stimuli que nous oublions ce qui se passe lorsque nous ne faisons simplement rien. Mais dans cet instant de quiétude, l'esprit commence à se réorganiser, à nettoyer l'excès de pensée qui s'accumule comme de la poussière invisible. Les neurosciences démontrent que le silence active des régions du cerveau qui régénèrent les connexions neuronales, les mêmes qui s'usent lorsque nous vivons saturés de bruit. C'est comme si le cerveau profitait de cet instant pour respirer. Marc Aurèle disait que personne ne peut se trouver lui-même s'il fuit toujours le silence. Et il avait raison. Celui qui ne supporte pas d'être seul avec ses pensées ne se connaît pas encore. Le silence révèle ce que le bruit cache, tes véritables émotions, tes peurs non résolues, les choses que tu repousses à affronter. Mais il te montre aussi quelque chose de plus important, ta capacité à rester calme sans dépendre de rien d'extérieur. C'est dans ces minutes que ton esprit cesse de réagir et commence à observer. Fais de ce petit rituel une pratique quotidienne. Tu n'as pas besoin d'un temple, ni de musique, ni de bougies. Tu as juste besoin de t'arrêter. Éteins ton téléphone, ferme les yeux et écoute. Au début, le silence est inconfortable parce que ton esprit cherchera à le remplir, mais si tu persévères, tu remarqueras quelque chose de différent. Le corps se détend. La respiration devient plus profonde et les pensées perdent de leur force. Elles ne disparaissent pas, mais elles cessent de te dominer. Ce moment de quiétude n'est pas une perte de temps, c'est un gain d'énergie mentale. C'est l'entraînement qui te prépare à affronter la journée sans être emporté par le bruit des autres. Si tu ne trouves pas le temps de faire silence, le silence finira par te trouver sous forme d'anxiété, d'épuisement ou de confusion. Le silence ne punit pas, il nettoie. Il ne te retire pas de productivité, il te rend la clarté. Faire le silence, c'est comme réinitialiser le système d'exploitation de l'esprit. C'est une pause consciente où tu reprends le contrôle de ce que tu penses, dis et fais. En le pratiquant avec constance, tu remarqueras comment ton esprit cesse de réagir à chaque stimulus. Les mots offensants ne blessent plus autant.
les problèmes ne semblent plus si grands et les décisions coulent plus naturellement. Parce que le silence n'éteint pas seulement le bruit externe, il baisse aussi le volume de l'interne. Souviens-toi de ceci. Le bruit du monde ne disparaîtra jamais, mais tu peux apprendre à te déplacer au milieu de lui sans te perdre. Le silence est ton bouclier invisible, ton espace sacré, ton moment pour revenir à toi. Consacre-lui quelques minutes chaque jour, et tu découvriras qu'il n'y a pas de plus grande force que celle de celui qui peut rester calme quand tout autour crie. Parce que dans cet instant de silence, l'esprit ne s'éteint pas, il s'ordonne. Et quand l'esprit s'ordonne, tout le reste commence à avoir du sens. 2. Écris ce que tu penses pour libérer ton esprit. L'esprit est comme une pièce fermée, pleine de papiers éparpillés sur le sol. Chaque papier est une pensée que tu n'as pas traitée, une préoccupation que tu as gardée, une idée que tu n'as jamais lâchée. Tu essaies de marcher entre eux, mais tu trébuches encore et encore. Écrire, c'est ouvrir les fenêtres de cette pièce et laisser entrer l'air. C'est mettre de l'ordre dans le chaos invisible que tu portes en toi. Quand tu écris, tu ne fais pas quelque chose de trivial. Tu libères du poids mental. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de l'écriture parce qu'ils pensent qu'il s'agit simplement de mettre des mots sur un papier, mais en réalité, c'est un acte de nettoyage mental. Les neurosciences expliquent que l'écriture de ce que tu ressens active des zones du cerveau liées à la régulation émotionnelle. C'est comme si, en traduisant les pensées en mots, le cerveau comprenait qu'il n'a plus besoin de les garder en rotation. C'est pourquoi, après avoir écrit, on se sent soulagé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. La philosophie stoïcienne pratiquait déjà cette discipline bien avant l'existence de la psychologie moderne. Marc Aurèle écrivait chaque nuit, non pas pour être rappelé, mais pour se comprendre. Ses écrits étaient sa façon de dialoguer avec lui-même, d'identifier ses faiblesses et de les transformer en sagesse. Et tu peux faire la même chose. Tu n'as pas besoin d'être écrivain, tu as besoin d'être honnête. Prends un cahier, écris sans filtre, sans chercher des phrases parfaites. Tu ne le fais pas pour publier, tu le fais pour libérer. Écrire ce que tu penses est comme vider un verre qui est sur le point de déborder. Tu ne peux pas te remplir de clarté si tu continues à accumuler des pensées non traitées. Quand tu les mets sur papier, quelque chose change. La peur devient plus petite, la colère se dissout, la confusion prend forme. Écrire est une façon de t'observer de l'extérieur, de voir ce que ton esprit essaie de te cacher quand tu penses sans t'arrêter. Fais-le à ta manière. Tu peux écrire chaque matin ce qui te préoccupe ou chaque soir ce dont tu es reconnaissant. Tu peux écrire des listes, des phrases lâches ou simplement te défouler. L'important n'est pas le format, mais l'intention. Ne cherche pas un sens à chaque mot. Le sens apparaît quand tu les laisses couler. Si tu sens que tu n'as pas le temps, rappelle-toi que quelques minutes suffisent pour vider l'esprit. La différence entre un esprit surchargé et un esprit calme peut se trouver dans une simple feuille écrite. Parfois, nous croyons que penser beaucoup nous rend plus conscients, mais ce qui nous rend vraiment libres, c'est de penser clairement, et cela ne peut être réalisé qu'en éliminant ce qui gêne. Quand tu n'écris pas, les pensées s'accumulent, se répètent et se déforment. Quand tu les écris, tu les observes à distance, et tu peux te répondre avec plus de rationalité. Écrire n'élimine pas les problèmes, mais t'aide à les comprendre sans qu'ils te dévorent. L'écriture est une forme de thérapie silencieuse, un espace où personne ne t'interrompt, où tu n'as pas besoin de prétendre que tu vas bien. C'est l'endroit où ton esprit se dénude et peut se reposer. Parce que tant que tu continues à tout porter à l'intérieur, tu continueras à te sentir épuisé. En revanche, lorsque tu le lâches sur le papier, l'esprit respire et se renouvelle. Pense à ceci. Chaque mot écrit est une charge de moins que tu portes. Chaque phrase que tu libères, c'est une pensée qui cesse d'occuper de l'espace. Tu n'as pas besoin d'écrire bien, tu as besoin d'écrire avec vérité. Et quand tu le fais, sans t'en rendre compte, tu entraînes ton esprit à vivre avec plus de légèreté. Écrire n'est pas une habitude banale, c'est une forme de paix. Parce que celui qui s'écrit, s'écoute. Et celui qui s'écoute commence à guérir. 3.
Calme ton esprit en faisant quelque chose avec tes mains. L'esprit a besoin de mouvement, mais pas n'importe quel mouvement. Le corps est sa meilleure ancre, son rappel que tu es ici, dans le présent, non piégé dans des pensées qui te tirent vers le passé ou l'avenir. Quand les mains travaillent, l'esprit se repose. C'est comme si, en lui donnant une tâche physique, le cerveau lâchait le poids de ce qu'il ne peut pas résoudre. C'est pourquoi les activités simples, manuelles, presque insignifiantes, sont parfois celles qui guérissent le plus. Cuisiner, dessiner, réparer quelque chose, planter une graine ou simplement nettoyer une pièce peuvent devenir des exercices d'attention pure. Nous vivons à une époque où tout est numérique, où les doigts ne touchent que des écrans et où les mains ne créent plus, elles glissent seulement. Mais le cerveau n'a pas été fait pour autant de stimulation sans contact réel. Les neurosciences ont montré que l'utilisation des mains active des régions du cerveau liées au calme et à la concentration, les mêmes qui s'éteignent lorsque tu te perds dans des pensées répétitives. En d'autres termes, lorsque tu fais quelque chose avec tes mains, tu dis à ton esprit de se reposer. Les stoïciens comprenaient ce principe, bien qu'ils ne l'expliquaient pas en termes scientifiques. Ils savaient que le corps était un outil pour entraîner l'esprit. Épictète, qui est né esclave et est devenu un sage, disait que ce qui importe n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu fais avec ce qui se passe. Et se faire n'est pas toujours penser davantage. Parfois, c'est agir simplement, canaliser l'énergie dans quelque chose de tangible. Lorsque tu te sens submergé, au lieu de chercher à te distraire avec un écran, occupe tes mains. Répare quelque chose que tu as remis à plus tard, cuisine calmement, écris une lettre, lave la vaisselle sans te presser. Peu importe l'activité, ce qui compte, c'est la présence. C'est là que la magie opère. Lorsque tes mains bougent, ton esprit s'aligne sur le présent et l'anxiété perd de sa force. Il y a quelque chose de profondément humain à créer ou à bouger les mains de manière consciente. C'est un langage que le corps comprend mieux que les mots. Au moment où tu formes quelque chose avec tes mains, tu formes aussi tes pensées. Le cerveau interprète ce mouvement comme un signal de contrôle et de stabilité. C'est pourquoi, après avoir accompli une tâche physique, tu ressens un ordre mental. Ce n'est pas un hasard, c'est une connexion. Le problème de beaucoup est qu'ils cherchent la paix mentale uniquement à partir de la tête, ignorant que le corps pense aussi, traite aussi, libère aussi. Tu ne peux pas calmer l'esprit sans impliquer le corps. Chaque action simple devient une méditation active lorsque tu la fais avec présence. Et pendant que tes mains travaillent, le bruit interne s'éteint sans que tu aies à lutter contre lui. Faire quelque chose avec les mains est une forme de méditation sans fermer les yeux. C'est être en silence pendant que le corps parle. C'est revenir à l'essentiel. Ne sous-estime pas la tranquillité que peut te donner le fait de plier tes vêtements, de tailler une plante ou de réparer quelque chose de cassé. Ces moments te rendent le sentiment de contrôle et de présence, qui se perd souvent entre les écrans, les pensées et les distractions. Souviens-toi que le corps est le véhicule de l'esprit, et si tu ne l'impliques pas, le bruit mental s'accumule. Lorsque tu bouges les mains, tu équilibres ce que tu penses avec ce que tu fais. Calmer l'esprit ne nécessite pas toujours du silence ou une réflexion profonde. Parfois, il suffit d'agir. Une action consciente, simple, physique. Parce qu'à l'instant où tes mains sont occupées, ton esprit, enfin, peut se reposer. 4. Réduis le bruit de l'information et des réseaux. L'esprit humain n'a pas été conçu pour porter autant de voix en même temps. Auparavant, le bruit provenait de l'environnement. Maintenant, il provient de la poche. Nous vivons avec une tempête numérique constante, où chaque notification est un coup de vent et chaque opinion étrangère un éclair qui distrait. Et alors que tu penses être connecté au monde, en réalité tu te déconnectes de toi-même. L'esprit est surchargé, confus et perd son focus. Réduire le bruit de l'information n'est pas se déconnecter de la réalité, c'est se reconnecter à la tienne. La saturation mentale n'est pas toujours perceptible. Elle se déguise en fatigue, en anxiété sans raison ou en manque de concentration. Tu te lèves et la première chose que tu fais est de regarder un écran. Avant d'écouter ta propre pensée, tu écoutes déjà des centaines d'autres. Chaque nouvelle, chaque commentaire, chaque image impacte ton cerveau qui essaie de traiter plus qu'il ne peut.
Les neurosciences expliquent que l'excès d'informations active les mêmes circuits cérébraux qui sont déclenchés en cas de danger. En d'autres termes, ton corps est en alerte sans raison. C'est pourquoi tu finis épuisé même sans avoir fait d'efforts physiques. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre le danger de laisser le monde envahir ton esprit. Sénèque disait que celui qui se disperse en trop de choses perd le pouvoir de diriger sa vie. Aujourd'hui, ce conseil est plus urgent que jamais. Tu ne peux pas être calme si ton esprit appartient aux notifications. La sérénité nécessite des limites, même avec l'information. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin de savoir ce qui te construit. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde, il s'agit de ne pas se laisser emporter. Commence par quelque chose de simple, établis des moments sans écran. Laisse ton esprit s'habituer au silence de l'information. Ne vérifie pas les réseaux dès que tu te réveilles. Laisse ta voix être la première que tu entends chaque jour. Filtre ce que tu consommes. Tout ce qui brille n'est pas de la connaissance. Demande-toi avant de lire ou de regarder quelque chose. Est-ce que cela m'apporte ou me contamine? Si cela ne te rend pas plus clair, plus calme ou plus sage, cela ne vaut probablement pas ton attention. Réduire le bruit de l'information est aussi un acte de respect envers toi-même. C'est mettre une limite au monde pour protéger ton espace mental. Dans un univers où tout le monde veut parler, apprendre à écouter moins devient une forme de pouvoir. Chaque fois que tu choisis le silence numérique, tu récupères de l'énergie et de la clarté. Tu remarqueras comment ton cerveau commence à se détendre, comment tes pensées coulent sans interférence. Ce qui t'agitait avant commence à te sembler sans importance. Parce qu'une grande partie du stress que tu ressens n'est pas le tien, il est emprunté au bruit externe. Quand tu contrôles ce qui entre dans ton esprit, tu contrôles ta paix. Il ne s'agit pas de te déconnecter pour toujours, mais d'utiliser la technologie sans qu'elle ne t'utilise. Le problème n'est pas l'appareil, mais le manque de discipline mentale. Si chaque minute libre est remplie de contenu étranger, tu te voles l'espace dont ton esprit a besoin pour penser par lui-même. Et un esprit qui n'a pas d'espace pour penser cesse de créer, cesse de réfléchir, cesse de vivre avec intention. Réduire le bruit est un acte de courage. C'est dire assez dans un monde qui exige ton attention constante. C'est décider que ton esprit ne sera pas une poubelle d'informations, mais un jardin que tu choisis de cultiver. Quand tu réussiras à filtrer le bruit, tu découvriras quelque chose de puissant. Le silence ne t'isole pas, il te centre. Parce que la clarté n'apparaît pas quand tu en sais plus. Elle apparaît quand tu arrêtes d'écouter autant. 5. Laisser certaines idées rester sans résolution. L'esprit humain ressemble à un mécanicien qui ne supporte pas de laisser une pièce détachée. Dès qu'il perçoit quelque chose d'incomplet, il se précipite pour le réparer, même s'il n'a pas les outils ni le temps. C'est ainsi que nous finissons par nous épuiser, essayant de conclure chaque pensée, de comprendre chaque émotion, de résoudre chaque doute. Mais certaines choses n'ont pas besoin de réponse immédiate. La tranquillité d'esprit ne vient pas de la clarté totale, mais de l'acceptation que certaines idées doivent rester en silence jusqu'à ce que l'esprit soit prêt à les comprendre. Le cerveau cherche à boucler les boucles, c'est dans sa nature. Les scientifiques appellent cela l'effet Zeigarnik, cette tendance du cerveau à garder ouvertes les tâches inachevées. Cependant, lorsque tout est perçu comme une tâche en attente, le résultat est l'épuisement mental. Vous essayez de résoudre le passé, de prévoir l'avenir, d'expliquer ce que vous ressentez, d'anticiper ce que les autres pensent. Vous finissez par être prisonnier de vos propres interprétations. Apprendre à laisser certaines idées flotter sans direction est une forme de liberté. Les stoïciens l'entendaient de manière pratique. Épictète enseignait que se soucier de ce que l'on ne peut contrôler est un gaspillage d'énergie vitale. Et dans l'esprit, cela signifie apprendre à ne pas forcer la clarté. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque pensée. Vous avez juste besoin de l'observer. Parfois, la confusion n'est pas un problème à résoudre, mais une phase du processus de croissance. Si l'esprit était un jardin, certaines graines auraient besoin d'obscurité avant de fleurir. Laisser quelque chose sans résolution n'est pas abandonner, c'est faire confiance. C'est reconnaître que l'esprit a aussi besoin de pause pour traiter.
Les neurosciences ont démontré que les moments de repos mental permettent au cerveau de réorganiser l'information et de générer des solutions créatives. Lorsque vous lâchez l'obsession de comprendre, l'inconscient continue de travailler pour vous. Soudain, sans effort, la réponse apparaît, claire et simple, au moment le moins attendu. Toute pensée ne mérite pas votre attention immédiate. Chaque doute ne mérite pas d'être disséqué. Parfois, la sérénité consiste à laisser la pensée passer sans l'attraper. Lorsque vous le faites, vous remarquez que beaucoup de vos préoccupations n'étaient que du bruit déguisé en importance. Il n'y a rien de plus libérateur que de regarder une idée sans avoir besoin de l'expliquer. L'obsession de tout résoudre est un reflet de la peur du vide. Nous voulons contrôler chaque sensation parce que nous craignons de faire face au silence qui reste lorsque nous lâchons prise. Mais l'esprit ne guérit pas avec des réponses, il guérit avec de l'espace. Au lieu de remplir chaque vide, permettez-vous de ne pas savoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir une clarté sur tout ce que vous ressentez, ni une explication pour chaque décision passée. La maturité mentale arrive lorsque vous pouvez regarder une question et dire « je ne sais pas encore ». Et c'est bien. Cette acceptation est le pouvoir. C'est la maîtrise d'un esprit qui ne se noie plus dans le besoin de tout comprendre. C'est savoir que la vie ne vous doit pas d'explication et que la sagesse arrive lorsque le temps et l'expérience le permettent. Laisser quelque chose sans résolution est une forme de respect pour votre propre processus. C'est vous dire « je n'ai pas besoin de presser mon esprit, j'ai besoin de faire confiance à son rythme ». Lorsque vous apprenez à vivre avec l'incertitude, l'anxiété perd de sa force. Ce qui vous tourmentait auparavant devient léger. Vous découvrez que beaucoup de choses que vous vouliez résoudre ne nécessitaient pas d'action, mais de la patience. Parce que toutes les portes ne s'ouvrent pas de force. Certaines s'ouvrent lorsque vous apprenez à attendre. 6. Et un espace juste pour être au calme. L'esprit a besoin d'un refuge du monde, tout comme le corps a besoin de repos. Si tu es entouré de bruit, d'obligations et de stimuli toute la journée, tu finis par penser que vivre en alerte est normal. Mais ce n'est pas le cas. Le calme n'arrive pas par hasard, il se construit. C'est pourquoi tu as besoin d'un espace, physique ou symbolique, où ton esprit comprend qu'il peut baisser la garde. Un lieu qui n'est pas rempli d'exigences ou d'écran, mais de silence et de présence. Il n'a pas besoin d'être grand ou spécial. Il peut être un coin de ta chambre, une chaise près de la fenêtre ou un parc où tu te sens en paix. L'important est que cet espace soit ton rappel que tout dans la vie n'exige pas d'action. La philosophie stoïcienne enseignait que le sage ne fuit pas le monde, mais ne se laisse pas non plus consumer par lui. Cet équilibre s'entraîne en créant des pauses, des espaces où l'âme respire sans être observée. Les neurosciences confirment que l'environnement façonne l'état mental. Un environnement ordonné, silencieux et simple réduit la production de cortisol, l'hormone du stress. En revanche, un environnement saturé d'objets, de lumière et de sons maintient le cerveau en mode défense. C'est pourquoi, lorsque tu entres dans un lieu calme, tu ressens un soulagement immédiat. Le corps comprend qu'il peut se détendre et l'esprit le suit. Créer un espace de calme n'est pas un luxe, c'est une hygiène mentale. Beaucoup confondent productivité avec bien-être. Ils pensent que se reposer est une perte de temps, alors qu'en réalité, c'est le moment où l'énergie est restaurée et ensuite transformée en action. Tu ne peux pas penser clairement si tu ne t'arrêtes jamais. Les stoïciens le savaient, le repos n'est pas de la paresse, c'est une stratégie. Un esprit fatigué ne raisonne pas, il réagit seulement. Quelques minutes de silence dans ton refuge quotidien peuvent faire la différence entre agir avec sagesse ou impulsivement. Dans cet espace de calme, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Ne médite pas si tu ne le souhaites pas, ne lis pas, ne planifie pas. Assieds-toi simplement et laisse le silence te réconforter de l'intérieur. Au début, cela peut sembler inconfortable, surtout si tu es habitué à la stimulation constante. Mais si tu restes là, peu à peu ton esprit comprendra qu'il n'a pas besoin d'être occupé pour avoir de la valeur. Ce moment deviendra une ancre, un lieu mental auquel tu pourras revenir même lorsque le monde deviendra chaotique. Ton espace de calme peut aussi être symbolique.
Il peut s'agir d'une routine courte, comme préparer du café en silence ou marcher sans écouteurs. Ce sont des actes simples qui disent au cerveau « Maintenant, nous nous reposons ». Et plus tu répètes ce rituel, plus vite ton esprit entrera dans un état de sérénité. Il ne s'agit pas de fuir le bruit, mais de t'apprendre à construire ton propre silence au milieu de celui-ci. Lorsque tu fais de cet espace une habitude, tu commences à remarquer des changements subtils. Les jours ne semblent pas si lourds. Les décisions ne sont pas prises à la hâte. Les émotions ne te gouvernent pas aussi facilement. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu as maintenant un refuge interne auquel revenir. Le calme devient ton terrain naturel, pas une exception. Rappelle-toi ceci. L'esprit a besoin d'un endroit où il n'a pas besoin d'être fort, où il n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit, où il peut simplement exister. Tu ne trouves pas cet espace, tu le crées. C'est le terrain où la clarté fleurit, où les soucis se dissolvent et où tu te rappelles que vivre n'est pas synonyme d'être occupé. Crée ce refuge, prends-en soin et visite-le chaque jour. Parce que celui qui n'a pas d'endroit pour se calmer finit par le chercher au mauvais endroit. 7. Apprenez à dire « c'est fini » et à lâcher prise. Il arrive un moment où continuer à penser à la même chose devient une forme de punition. L'esprit s'accroche à ce qu'il ne peut pas changer, comme une main qui serre une corde jusqu'à saigner sans comprendre que la douleur ne s'arrête que lorsqu'elle lâche prise. Dire « c'est fini » ne signifie pas abandonner, cela signifie accepter que l'insistance est aussi fatigante. Cela signifie comprendre que l'énergie mentale est limitée et que tout ne mérite pas de continuer à vivre dans votre tête. Lâcher prise est un acte de maturité, de sagesse et de respect envers soi-même. Le cerveau a tendance à s'accrocher aux pensées non résolues parce qu'il cherche à clore des histoires. Mais souvent, ce que vous essayez de fermer ne dépend pas de vous. Répéter le passé ne fait que renforcer le schéma de souffrance. Les neurosciences ont démontré que revivre mentalement une expérience active les mêmes zones cérébrales que lorsqu'elle s'est produite pour la première fois. En d'autres termes, chaque fois que vous revenez à ce qui a déjà eu lieu, votre corps le ressent à nouveau. C'est pourquoi lâcher prise n'est pas un geste symbolique, c'est une façon de guérir biologiquement. Les stoïciens l'ont bien compris. Marc Aurèle écrivait que le poids des choses ne réside pas dans les faits, mais dans la façon dont nous les maintenons dans notre esprit. S'accrocher à quelque chose qui est déjà terminé est une forme d'esclavage émotionnel. La liberté mentale commence lorsque vous acceptez que tout ne mérite pas un second regard. Parfois, la véritable force réside dans le fait de faire un pas en arrière, de respirer et de dire « c'est fini, j'ai appris ce qu'il fallait et je continue ». On n'apprend pas à lâcher prise en théorie, on s'entraîne à le faire dans la pratique quotidienne. Commencez par les petites choses. Arrêtez de relire d'anciennes conversations, arrêtez d'analyser ce que vous avez dit, arrêtez d'imaginer des scénarios qui ne se produiront jamais. Chaque fois que vous choisissez de ne pas revenir sur la même chose, vous enseignez à votre esprit à faire confiance au présent. Et lorsque vous y parvenez, vous ressentez une véritable légèreté, celle qui arrive lorsque vous arrêtez de lutter contre ce qui ne peut pas être changé. La plupart des gens ont peur de lâcher prise parce qu'ils confondent le détachement avec l'indifférence. Mais lâcher prise n'est pas oublier, c'est libérer. Ce n'est pas nier ce qui s'est passé, c'est arrêter de le porter. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne doit avoir de pouvoir sur votre paix intérieure. Dire « c'est fini », c'est vous rappeler que votre bien-être ne peut pas dépendre de ce que vous ne contrôlez pas. C'est un acte de pouvoir silencieux, une façon de prendre le contrôle de votre esprit lorsque la vie ne se passe pas comme vous l'espériez. Au début, cela fera mal, parce que lâcher prise fait toujours mal. Mais cette douleur est le prix de la liberté. Vous ne pouvez pas avancer si vous restez attaché à ce qui est déjà parti. Lorsque vous apprenez à dire « c'est fini » avec conviction, l'esprit comprend que le cycle est terminé. Ce qui suit est de l'espace, de la clarté et de la paix. Les neurosciences le confirment. Lâcher prise libère de la dopamine, la substance qui produit une sensation de soulagement et de satisfaction. C'est la chimie de la libération. Dire « c'est fini » est aussi une déclaration de présence. C'est reconnaître que le seul endroit où vous avez du pouvoir est le présent. Que la vie continue,
même quand quelque chose ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Que tout ce qui se termine n'est pas une perte, parfois c'est une libération déguisée. Chaque fois que vous choisissez de lâcher prise, vous renforcez votre esprit, vous vous rapprochez de la tranquillité et vous vous éloignez de la dépendance émotionnelle. Rappelez-vous ceci, ce qui vous appartient ne part pas, ce qui part n'a jamais été à vous. Apprenez à fermer mentalement les portes, sans haine, sans rancune et sans excès d'analyse. Dites simplement « c'est fini » et continuez à marcher. Parce que lorsque vous apprenez à lâcher prise, le passé cesse d'être un fardeau et devient de la sagesse. Et un esprit sage sait quand agir. Et quand simplement laisser aller. 8. Remercie avant de dormir. Chaque nuit, lorsque le monde s'éteint et que le silence remplit la pièce, l'esprit commence à parler. Il passe en revue ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce qui manquait. C'est à ce moment-là que les pensées que tu as ignorées pendant la journée apparaissent, les préoccupations qui se sont cachées entre les tâches et les écrans. C'est pourquoi l'esprit ne se repose pas. Mais il y a un moyen de rompre ce cycle, une pratique aussi simple que puissante. Remercier. Non pas comme un acte superficiel, mais comme une façon consciente de nettoyer l'esprit avant le repos. Remercier, c'est comme éteindre les lumières de l'esprit une par une. Tu fermes les pensées inutiles, jusqu'à ne rester qu'avec l'essentiel. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de te rappeler que malgré tout, tu as encore des raisons d'être en paix. Les neurosciences ont montré que la gratitude avant de dormir réduit l'activité du système limbique, responsable du stress et de l'anxiété, et active le cortex préfrontal, la zone de calme et de raisonnement. En termes simples, remercier avant de dormir reprogramme le cerveau pour se reposer sereinement. Les stoïciens voyaient également la fin de la journée comme un rituel de réflexion et de gratitude. Marc Aurèle passait en revue ses actions quotidiennes pour apprendre, mais aussi pour reconnaître le privilège d'être encore en vie un jour de plus. Pour eux, chaque nuit était une occasion de nettoyer l'esprit de tout ce qui ne pouvait être contrôlé. Et c'est exactement ce que fait la gratitude. Elle met l'attention sur ce que tu as, sur ce qui dépend de toi, et laisse le reste. Tu n'as pas besoin d'une liste parfaite ni de mots élaborés, juste quelques minutes d'honnêteté. Pense à quelque chose qui s'est bien passé, à quelqu'un qui t'a fait te sentir accompagné, à une simple opportunité que tu as eue pendant la journée. Si c'était une journée difficile, remercie d'avoir surmonté. Si c'était une journée tranquille, remercie pour le calme. Même si rien ne semble spécial, remercie de pouvoir respirer, de pouvoir fermer les yeux et d'avoir une nouvelle tentative demain. La gratitude ne change pas ce qui se passe, elle change la façon dont tu l'interprètes. Remercier avant de dormir est aussi une façon d'entraîner l'esprit à se concentrer sur ce qui construit au lieu de ce qui détruit. Beaucoup de personnes s'endorment en repassant des erreurs, des conversations ou des peurs. Cela ne fait qu'alimenter l'anxiété nocturne et affaiblit le repos. Lorsque tu remercies, tu changes la direction de la pensée. Tu apprends au cerveau à terminer la journée avec satisfaction au lieu de préoccupation. Et peu à peu, cette habitude commence à changer la façon dont tu te réveilles. Pratiquer la gratitude quotidienne n'est pas de la naïveté, c'est un entraînement mental. C'est regarder la vie avec les yeux de celui qui apprend, pas de celui qui se plaint. Chaque pensée de gratitude est un bouclier contre la négativité que le monde essaie d'imposer. L'esprit reconnaissant ne ignore pas la douleur, mais ne se laisse pas consumer par elle. Il la reconnaît, apprend et continue. Fais de cet acte un rituel. Avant de dormir, ferme les yeux et passe en revue 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Peu importe si elles sont petites ou grandes, écris-les si tu peux, ou répète-les simplement en silence. Tu remarqueras que ton corps se détend et que ton esprit s'adoucit. Tu dormiras mieux, mais surtout tu vivras mieux. Parce que chaque nuit où tu remercies, tu libères l'esprit du poids de ce qui est en suspens et tu le prépares pour un nouveau départ. Remercier avant de dormir est, au fond, une déclaration de confiance. C'est te dire à toi-même que, peu importe ce qui s'est passé, il y a encore des raisons de continuer à avoir foi en le chemin. C'est terminer la journée avec la paix, pas avec l'épuisement. L'esprit est un champ de bataille. Tout ce que tu es, ce que tu gagnes,
et ce que tu perds se joue là. Pas dans la chance, pas dans les circonstances, mais dans ce dialogue silencieux que tu entretiens avec toi-même tous les jours. Celui qui maîtrise son esprit, maîtrise son destin, mais celui qui le laisse à la dérive finit par être esclave de ses pensées, victime de ses peurs et prisonnier de ce qu'il ne peut pas contrôler. Le véritable changement ne commence pas lorsque tu fais quelque chose de différent, mais lorsque tu penses différemment. Tu peux changer de ville, de partenaire ou de travail, mais si ton esprit reste le même, rien ne change vraiment. Le succès personnel naît lorsque tu arrêtes de réagir et commences à diriger. Quand au lieu de te demander pourquoi les choses t'arrivent, tu te demandes ce que tu peux faire avec ce qui t'arrive. C'est la différence entre celui qui stagne et celui qui évolue. Ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent des résultats rapides, mais pour ceux qui osent se transformer de l'intérieur. Il n'y a pas de formule magique ni de phrases motivantes qui feront le travail à ta place. Seule la discipline mentale, la clarté et le courage d'agir, même lorsque personne ne t'applaudit. Dans les prochaines leçons, tu comprendras que ton esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes, mais aussi le plus dangereux si tu ne l'entraînes pas. Parce qu'au final, ta vie ne change pas quand le monde change, mais quand tu changes. Et tout commence en un seul endroit, dans ta tête. 1. Contrôle ce qui dépend de toi. Imagine que ton esprit est une forteresse. À l'intérieur, il y a des portes que tu décides d'ouvrir ou de fermer, des murs que tu construis ou que tu démolis, et un trône que seul toi peux occuper. Mais la plupart l'abandonnent. Ils laissent n'importe qui entrer, ils laissent les émotions désordonnées s'asseoir sur le trône, ils laissent la peur prendre les clés et la colère crier des ordres. Contrôler ce qui dépend de toi n'est pas une jolie phrase, c'est reprendre le contrôle de cette forteresse interne que tu as tant négligée. Et ce contrôle commence lorsque tu arrêtes de dépenser de l'énergie dans tout ce qui n'est pas entre tes mains. L'esprit humain a une tendance naturelle à s'obséder avec l'extérieur. Les paroles des autres, les injustices, les choses qui ne se sont pas passées comme tu le voulais. Mais c'est là que la force se perd. Le contrôle ne consiste pas à dominer le monde, mais à te dominer toi-même lorsque le monde ne coopère pas. Cela signifie comprendre que tu ne peux pas éviter la tempête, mais que tu peux décider comment réagir pendant qu'il pleut. Les gens forts ne naissent pas en contrôlant leurs émotions. Les gens forts apprennent à s'arrêter une seconde avant de perdre le contrôle. Le stoïcisme enseigne que tout commence par la perception. Peu importe à quel point la situation est difficile, si ton esprit reste ferme, rien ne peut te détruire. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de gaspiller ton énergie à essayer de réparer ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas contrôler les opinions des autres, mais tu peux contrôler si elles t'affectent ou non. Tu ne peux pas contrôler le passage du temps, mais tu peux profiter de chaque seconde avec un but. Tu ne peux pas contrôler le résultat, mais tu peux contrôler l'effort. Et c'est là que se trouve le pouvoir, en dirigeant ton attention uniquement vers ce que tu peux influencer. Pratiquer ce principe nécessite un entraînement quotidien. Cela signifie t'arrêter chaque fois que tu ressens de la frustration et te demander « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, laisse tomber. Si la réponse est oui, agis sans te plaindre. Cette habitude transforme l'esprit, car elle l'oblige à se concentrer sur ce qui est utile et à rejeter ce qui est inutile. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, tu découvres que le calme ne vient pas du fait que tout va bien, mais du fait que tu vas bien même quand tout semble aller mal. Contrôler ce qui dépend de toi ne te rend pas indifférent, cela te rend libre. Parce que lorsque tu comprends que tu ne peux pas changer le monde, tu arrêtes de lutter contre lui et tu commences à construire le tien. Les gens réagissent à tout que toi, tu apprends à répondre avec sagesse. Ils cherchent à avoir raison, toi, tu choisis d'avoir la paix. Ils veulent changer tout le monde, toi, tu te transformes toi-même. Et sans t'en rendre compte, ce contrôle intérieur devient la racine de toute ta force. Le jour où tu assumes le contrôle de ton esprit, tout change. Les problèmes sont toujours là, mais tu ne te brises plus. Les obstacles apparaissent, mais tu les utilises maintenant pour te renforcer. Les gens te déçoivent, mais tu ne t'effondres pas. Parce que tu as compris la vérité la plus puissante. Tu ne peux rien contrôler en dehors de toi, mais tu peux tout contrôler en toi.
Et cela, bien que beaucoup ne le comprennent pas, est le premier pas vers une vie véritablement libre. 2. Change ta façon de voir les choses. La réalité ne bouge pas, mais ta façon de la voir change tout. Deux personnes peuvent regarder la même tempête, et tandis que l'une voit la destruction, l'autre voit l'opportunité de nettoyer ce qui ne servait plus. La différence n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu l'interprètes. Changer ta façon de voir les choses ne signifie pas nier ce qui se passe, mais entraîner ton esprit à regarder avec clarté ce qui auparavant te faisait réagir avec peur ou colère. Le monde ne devient pas plus facile, c'est toi qui deviens plus sage en regardant sous un autre angle. La plupart des gens sont pris au piège dans l'habitude d'interpréter la vie à partir de la douleur. Si quelque chose va mal, ils le prennent comme un signe d'échec. Si quelqu'un les blesse, ils le voient comme une preuve qu'ils ne valent rien. Mais celui qui apprend à changer sa perspective cesse d'être une victime et devient un observateur. Il commence à comprendre que les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, mais par la signification que tu leur donnes. Ce qui aujourd'hui semble une perte, demain peut se révéler être le point de rupture dont tu avais besoin pour te réveiller. Ton esprit est un filtre. Tout ce que tu vois passe d'abord par tes pensées, tes jugements et tes émotions. Si le filtre est sale de ressentiment, d'insécurité ou de peur, tout te semblera injuste. Mais si tu nettoies ce filtre avec autoconscience et calme, tu verras avec plus d'objectivité. Changer ta façon de voir les choses, c'est nettoyer la lentille avec laquelle tu interprètes la réalité. C'est accepter que la vie ne se comportera pas toujours comme tu l'espères, mais que tu peux toujours choisir comment y répondre. Quand quelque chose t'affecte, ne te demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette simple question transforme la souffrance en croissance. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que tu lui donnes un but. L'adversité cesse d'être un châtiment lorsque tu comprends qu'elle est un outil. Tout ce qui fait mal enseigne, tout ce qui dérange montre une blessure non guérie, tout ce qui te défie te pousse vers une version plus forte de toi-même. L'esprit qui change sa façon de voir commence à remarquer des modèles. Il comprend que rien n'est un hasard, que les gens arrivent ou partent pour une raison, que les échecs apportent des messages, que le rejet ne détruit pas, mais redirige. Ce type de clarté ne s'obtient pas en lisant de jolies phrases, mais en affrontant la vie avec l'intention de la comprendre, et pas seulement de la survivre. Quand tu changes ta perception, ce n'est pas le monde qui change, c'est toi, et cela fait que le monde te répond différemment. Voir sous un autre angle est aussi un acte de pouvoir. Parce que pendant que les autres se plaignent, tu observes. Pendant que les autres réagissent, tu comprends. Pendant qu'ils s'épuisent à essayer de réparer l'extérieur, tu te transformes à l'intérieur. Et avec le temps, ce qui te semblait injuste devient le carburant de ta croissance. L'esprit mature ne demande pas que la vie soit facile. Il demande la force de voir avec sagesse ce qui est difficile. Changer ta façon de voir les choses n'est pas du conformisme, c'est une stratégie. Cela ne signifie pas accepter passivement ce qui se passe, mais l'utiliser à ton avantage. Chaque situation peut être une prison ou une porte, et la seule chose qui décide laquelle des deux elle est, c'est ton regard. Quand tu apprends à voir avec conscience, tu découvres que la plupart des problèmes se dissolvent lorsque tu les observes avec calme. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi si ton interprétation ne le permet pas. C'est là que commence la véritable liberté mentale, non pas en changeant le monde, mais en changeant la façon dont tu le vois. 3. Construis ta propre chance. Le destin ne s'écrit pas dans les étoiles, il se forge avec chaque décision que tu prends quand personne ne te regarde. La chance n'arrive pas par magie, elle arrive quand la préparation rencontre l'opportunité et que tu es éveillé pour la voir passer. La plupart attendent des coups de chance, tandis que d'autres les créent. Et c'est là la véritable différence entre celui qui vit en rêvant et celui qui construit des résultats. Construire ta propre chance, c'est comprendre que le hasard favorise celui qui travaille, celui qui se lève quand personne ne l'applaudit, celui qui n'attend pas de motivation pour agir. L'esprit faible se réfugie dans l'excuse du destin. Il dit « je n'ai pas eu de chance »,
comme si la chance était une force externe et inaccessible. Mais l'esprit discipliné comprend que la chance se fabrique avec constance, attention et action. Chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, tu fabriques une opportunité. Chaque fois que tu fais quelque chose de bien, même quand personne ne le remarque, tu prépares le terrain pour quand viendra le moment opportun. Il n'y a pas de chance pour celui qui n'est pas prêt. Celui qui ne se prépare pas peut croiser l'opportunité parfaite et ne même pas la reconnaître. Construire ta chance implique de changer la relation que tu as avec le temps. Il ne s'agit pas d'attendre, mais de semer. La patience sans action est du conformisme, mais l'action constante, même sans résultats immédiats, est la base de toute bonne fortune. Les personnes réussies ne sont pas les plus chanceuses, elles sont les plus constantes. Elles comprennent que la vie récompense celui qui maintient le focus, pas celui qui se distrait en cherchant des signes. Pendant que d'autres se plaignent du destin, tu travailles en silence. Et quand finalement les résultats arrivent, les autres l'appellent chance. Tu sais que c'était de la préparation. Chaque petite habitude, chaque décision, chaque fois que tu choisis la discipline sur le confort, tu crées un effet cumulatif qui, tôt ou tard, se manifeste comme ce que les gens appellent la chance. Tu n'as pas besoin que l'univers te favorise. Tu as besoin de te favoriser toi-même avec ton comportement. Quand tu agis avec cohérence, les circonstances commencent à s'aligner, non pas parce que c'est de la magie, mais parce que tu es mentalement préparé à saisir ce que d'autres laissent passer. Construire ta propre chance exige également de la confiance en ton processus. Il y aura des moments où rien ne semble fonctionner, où tu te demandes si tout cet effort a un sens. C'est précisément là que se séparent ceux qui attendent des miracles de ceux qui les provoquent. Le succès n'arrive pas quand tu crois en la chance. Il arrive quand tu deviens le genre de personne qui n'en a pas besoin. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les opportunités commencent à se multiplier. La chance favorise l'esprit alerte, celui qui observe avec clarté et agit sans tarder. Pendant que d'autres hésitent, tu avances. Pendant que d'autres planifient éternellement, tu fais le premier pas. Parce que tu as compris que les opportunités ne se cherchent pas, elles se créent. Que la vie ne récompense pas celui qui désire, mais celui qui fait. Que rien d'externe ne peut changer si ton esprit continue d'attendre des signes. Et quand cette vérité s'intègre, tout change. Construire ta propre chance est la façon la plus pratique de maîtriser l'esprit. C'est l'entraîner à agir sans excuse, à bouger sans attendre la permission, à comprendre que rien n'arrive par accident. Quand tu penses, travailles et te prépares tous les jours avec intention, le monde commence à te sembler plus juste, non pas parce qu'il l'est, mais parce que tu es devenu plus capable. Alors tu découvres que la chance n'a jamais été une question de hasard, mais de discipline, de vision et de décision. 4. Agis sans hésiter. L'esprit est comme un terrain d'entraînement. Tu peux étudier toutes les tactiques, visualiser chaque mouvement et planifier chaque pas. Mais si tu n'entres jamais dans la bataille, cela ne sert à rien. La vie récompense l'action, pas l'intention. Penser trop devient le plus grand ennemi du progrès. Quand tu doutes, tu perds de l'élan. Et quand tu perds de l'élan, l'opportunité s'évapore. Agir sans hésiter ne signifie pas se lancer sans réfléchir. Cela signifie avoir confiance en ton jugement, bouger avec détermination et arrêter d'attendre le moment parfait, car ce moment n'arrive jamais. Le doute est une forme de peur déguisée. Peur d'échouer, peur du jugement, peur de ne pas être prêt. Mais l'ironie est que la préparation réelle naît de l'action elle-même. Aucun maître n'a commencé en sachant, aucun sage n'a compris sans d'abord se tromper. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne parlent que de réussir est que les premiers prennent des risques même sans certitude. Attendre de se sentir confiant avant d'agir est comme attendre d'apprendre à nager sans entrer dans l'eau. La confiance n'apparaît pas avant le saut, elle apparaît après l'avoir fait. L'esprit a tendance à chercher la sécurité avant de bouger. Mais la croissance n'a pas lieu dans la sécurité, elle a lieu dans l'incertitude. Si tout est sous contrôle, tu ne progresses probablement pas. Agir sans hésiter, c'est accepter que le chemin se clarifie dans le mouvement, pas dans l'attente.
La pensée excessive éteint l'intuition et nourrit la paralysie. L'action, en revanche, allume la clarté. Lorsque tu fais un pas, même s'il n'est pas parfait, ton esprit s'adapte, apprend et corrige en cours de route. C'est ainsi que se construit la maîtrise personnelle. Chaque fois que tu remets une décision à plus tard, tu entraînes ton esprit à se méfier de lui-même. Chaque excuse, chaque « je commence demain », chaque « ce n'est pas encore le moment » érode ton pouvoir intérieur. Parce qu'en réalité, tu sais ce que tu dois faire. Ce qui te retient n'est pas le manque de connaissances, mais l'excès de peur. Et cette peur ne se dissout que lorsque tu agis. L'action est le remède au doute. Aucune quantité de pensée ne remplace le pouvoir d'un mouvement clair et déterminé. Agir sans hésiter implique également d'accepter l'erreur comme une partie naturelle du processus. Il n'y a pas de progrès sans faux pas, et il n'y a pas de succès sans échec préalable. Les gens qui ont peur d'échouer sont pris au piège de l'inaction, mais ceux qui comprennent que l'échec est une leçon avancent plus vite. Chaque tentative, même celle qui ne se passe pas comme tu l'espères, te donne des informations précieuses. Chaque chute renforce l'esprit, affine la stratégie et durcit le caractère. Tu n'agis pas parce que tu es sûr, tu agis pour découvrir la sécurité que tu n'as pas encore. Le pouvoir d'agir réside dans le fait qu'il transforme l'énergie mentale en résultats tangibles. Alors que d'autres passent des heures à analyser ce qui pourrait mal se passer, tu es déjà en train de créer quelque chose de réel. Alors que d'autres attendent l'inspiration, tu es déjà en train de construire. L'action disciplinée ne dépend pas de l'humeur, elle dépend de l'engagement. Si tu attends la motivation pour bouger, tu perdras du temps. L'esprit s'ordonne à travers le mouvement, pas l'attente. Agir sans hésiter n'est pas de l'impulsivité, c'est de la concentration. C'est bouger avec un but et accepter que chaque pas, même le plus petit, te rapproche du bon endroit. Celui qui agit avec détermination transforme son environnement. Celui qui doute le voit passer. La vie ne récompense pas celui qui pense trop, mais celui qui ose. Dans un monde plein de spectateurs, celui qui agit devient le protagoniste. C'est pourquoi chaque jour est un choix. Continuer à penser ou commencer à bouger. Et si tu le comprends vraiment, tu n'as pas besoin de plus de signes. Le signe, c'est toi, et le moment, c'est maintenant. 5. Commencer à nouveau chaque jour. Chaque aube est une page blanche que peu osent écrire avec intention. Beaucoup se réveillent portant le poids d'hier, les culpabilités, les erreurs, les « j'aurais dû faire mieux ». Mais le passé n'existe que si vous le nourrissez de votre attention. Commencer à nouveau chaque jour n'est pas oublier, c'est libérer. C'est vous donner la permission de commencer sans l'ombre de ce que vous avez mal fait, sans le fardeau de ce qui n'a pas fonctionné. La vie se renouvelle chaque jour. Et celui qui ne sait pas le faire reste coincé à répéter le même jour encore et encore. Chaque matin, l'esprit a deux chemins. Traîner ce qui a été ou construire ce qui peut être. Choisir de recommencer est un acte de pouvoir, un rappel que peu importe combien de fois vous avez échoué, tant que vous avez conscience et volonté, vous pouvez corriger le cap. Ce qui détruit les gens ne sont pas les erreurs, mais l'attachement à elles. Celui qui s'identifie à son passé cesse d'avancer, mais celui qui l'observe sans culpabilité apprend à l'utiliser comme carburant. Le stoïcisme enseigne que rien ne peut arrêter celui qui se lève chaque jour, décidé à être meilleur qu'hier. L'esprit discipliné comprend que chaque aube est une occasion d'ajuster la direction. Vous n'avez pas besoin que tout change d'un coup, il suffit de faire un peu mieux qu'avant. La constance surpasse l'enthousiasme momentané. Vous n'avez pas besoin de vous sentir motivé, vous avez besoin d'avoir un but. Commencer à nouveau, c'est se rappeler que peu importe ce que vous avez mal fait, ce qui compte, c'est ce que vous faites aujourd'hui pour le réparer. La vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever sans drame et de continuer sans regarder en arrière. Chaque jour qui commence apporte avec lui un défi invisible, résister à la tentation de répéter les mêmes schémas. C'est pourquoi recommencer n'est pas recommencer à zéro, mais le faire à partir de l'expérience. C'est avoir la maturité de ne pas punir votre passé, mais de l'utiliser comme guide. Les gens pensent qu'un nouveau départ doit être grand, mais les changements profonds naissent dans le petit, dans une décision consciente, dans un mot différent, dans une action mieux choisie.
Si vous attendez que la vie vous donne une nouvelle chance, vous ne remarquerez jamais que vous l'avez déjà chaque fois que vous ouvrez les yeux. Commencer à nouveau demande du courage, car cela implique de lâcher des identités qui ne correspondent plus à vous. Vous n'êtes pas vos erreurs, ni vos échecs, ni les versions que les autres se souviennent de vous. Chaque aube est une occasion de vous prouver que vous pouvez encore vous transformer. Personne ne vous arrête, sauf vous. La plupart laissent passer les jours en pensant que le changement est un événement, alors qu'en réalité, c'est un processus quotidien de décision, d'action et de discipline. Celui qui recommence chaque jour devient quelqu'un d'impossible à arrêter. L'esprit libre ne se lamente pas, il s'ajuste. Il ne cherche pas ce qu'il a perdu, il cherche ce qu'il peut construire. C'est là le véritable pouvoir du redémarrage, la capacité de ne pas abandonner même si le monde vous pousse à le faire. Si vous êtes tombé hier, levez-vous aujourd'hui avec plus de clarté. Si quelque chose vous a blessé, utilisez-le pour grandir. Si quelque chose n'a pas bien tourné, analysez, apprenez et réessayez. La vie n'attend pas, mais elle ne vous refuse pas non plus une autre chance. Commencer à nouveau chaque jour est le rappel le plus simple et le plus puissant que vous avez toujours le contrôle. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est ce que vous décidez d'en faire. Tant que vous avez une nouvelle aube, vous avez une autre chance de construire la vie que vous voulez. L'esprit qui comprend cela a déjà un avantage, car il ne dépend pas du passé pour avancer. Il regarde seulement en avant avec détermination et recommence. 6. Vis uniquement le présent. L'horloge ne s'arrête jamais, mais l'esprit humain, oui. Il reste coincé entre ce qui a été et ce qui pourrait être, sautant de souvenirs en inquiétude, sans vivre ce qui se trouve juste devant lui. Vivre uniquement le présent n'est pas une phrase poétique, c'est une stratégie mentale pour retrouver ton pouvoir. Parce que chaque fois que tu retournes dans le passé, tu perds de l'énergie, et chaque fois que tu te projettes dans le futur, tu perds de la concentration. La seule chose réelle se passe maintenant, et celui qui n'apprend pas à vivre ici vit esclave de pensées qu'il ne peut pas changer. Le passé est un musée que tu visites pour apprendre, pas une maison où tu restes à vivre. Les gens se chaînent à ce qui n'existe plus, répétant des histoires, se blâmant ou idéalisant ce qui aurait pu être. Mais rien de ce dont tu te souviens ne peut se reproduire. Cela peut seulement t'enseigner. Et l'avenir, aussi brillant ou menaçant qu'il puisse paraître, ne t'appartient pas encore. C'est une projection de ton esprit, une illusion qui change selon ton état émotionnel. Quand tu comprends cela, tu découvres que la seule partie que tu peux contrôler est entre tes mains, le présent. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer tes responsabilités, mais diriger ton attention avec précision. Si tu travailles, travaille. Si tu parles, écoute. Si tu te reposes, repose-toi. La dispersion mentale détruit la paix parce qu'elle te divise en 1000 directions. Pendant que ton corps est ici, ton esprit est là-bas, analysant ce que tu as dit ou planifiant ce que tu feras. L'esprit entraîné à vivre le présent trouve l'équilibre, parce qu'il cesse de dépenser de l'énergie dans des choses qui n'existent pas encore. Le stoïcisme enseigne que le temps est le bien le plus précieux que tu possèdes, et le gaspiller sur ce que tu ne peux pas contrôler est une forme lente d'autodestruction. Être présent est une pratique de conscience, une façon de dire à ton esprit « Je suis ici, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs ». Chaque fois que tu te concentres sur ce que tu fais, ton anxiété diminue. Chaque fois que tu reviens au moment présent, ton esprit retrouve sa clarté. Tu n'as pas besoin de maîtriser le temps, tu as besoin de maîtriser ton attention. Vivre le présent exige également d'accepter ce qui est, sans y ajouter des histoires. La plupart des gens ne souffrent pas de ce qui se passe, mais de ce qu'ils imaginent que cela signifie. Si tu apprends à observer sans étiqueter, tu découvres que la vie est moins chaotique qu'elle ne le semble. La douleur se réduit, les émotions se rangent et les pensées cessent de te dominer. Lorsque tu vis le présent, les décisions deviennent plus simples, car tu n'agis plus par peur de demain ni par culpabilité d'hier, mais à partir de la réalité qui est devant toi. Être ici ne nécessite pas d'effort physique, mais mental. C'est te rappeler à toi-même que cette seconde est la seule qui compte. Le reste n'est que bruit,
une distraction élégante créée par l'esprit pour éviter la simplicité de ce que tu as déjà. Celui qui apprend à vivre le présent cesse d'attendre que quelque chose change pour se sentir bien et commence à se sentir bien parce qu'il change sa façon de vivre. Le temps passe de la même manière pour tous, mais seuls les conscients en profitent. Chaque instant que tu vis vraiment est une victoire sur le chaos de ton propre esprit. 7. Choisis la vertu, pas l'approbation. Le monde est une scène où tout le monde joue pour obtenir des applaudissements, mais peu vivent avec la conviction d'être fidèles à eux-mêmes. Vivre pour plaire est comme construire une maison sur du sable, tout semble stable jusqu'à ce que la première tempête arrive. La vertu, en revanche, est ce rocher solide sur lequel tu peux soutenir ta vie, peu importe qui te regarde ou ce que disent les autres. Choisir la vertu plutôt que l'approbation, c'est te libérer du besoin de plaire et commencer à vivre avec la tranquillité de savoir que tu fais ce qui est juste, même si personne ne le reconnaît. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher la validation. Bon fils, bon ami, bon professionnel. La société récompense l'apparence plus que l'authenticité. Mais celui qui vit en cherchant l'approbation des autres ne se repose jamais, car sa valeur dépend du jugement des autres. Aujourd'hui, ils t'applaudissent, demain, ils te pointent du doigt. Ce qui était admiré hier peut être critiqué demain. La vertu ne change pas avec le vent, la vertu reste. Et celui qui l'a choisi vit avec cohérence, pas avec anxiété. Parce que l'approbation te rend esclave, la vertu te rend libre. Être vertueux, ce n'est pas être parfait, c'est agir guidé par des principes, même quand personne ne te voit. C'est faire ce qui est juste même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si tu perds quelque chose en chemin. Dans un monde où tout se négocie pour l'acceptation, maintenir ton intégrité est un acte de rébellion. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, juste de rester ferme dans tes valeurs. Les personnes cohérentes sont difficiles à manipuler parce que leur boussole ne dépend pas du bruit extérieur, mais de la clarté intérieure. La recherche constante d'approbation détruit l'esprit. Tu deviens un reflet des attentes des autres. Tu commences à agir pour être aimé, pas pour être vrai. Tu commences à parler pour plaire, pas pour dire ce que tu penses. Petit à petit, tu te perds jusqu'à ce que tu ne saches plus qui tu es sans l'opinion des autres. Récupérer la vertu, c'est revenir au centre. C'est se rappeler que l'honnêteté envers soi-même vaut plus que n'importe quel applaudissement. Chaque fois que tu choisis la vertu plutôt que l'approbation, tu renforces ton esprit. Au début, ça fera mal, parce qu'ils diront que tu as changé, que tu es devenu froide ou distant. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Tu n'arrêtes pas d'aimer, tu arrêtes de dépendre. Tu n'es pas arrogant, tu es libre. La vertu ne cherche pas la reconnaissance, elle cherche la cohérence. Et cette cohérence génère une paix qu'aucune approbation ne peut te donner. Le stoïcisme enseigne que le véritable succès n'est pas de plaire aux autres, mais de rester fidèle à tes principes, même sous pression. L'esprit discipliné ne se vend pas pour l'approbation et ne se perturbe pas par les critiques. Apprends à filtrer le bruit, à écouter sans l'absorber, à agir sans demander la permission. C'est là la véritable force mentale. Faire ce que tu considères juste, pas ce que les autres attendent. Quand tu choisis la vertu, tout se simplifie. Tu n'as plus besoin de concourir pour l'attention, parce que tu comprends que ta valeur ne dépend pas du regard extérieur. Tu ne cherches plus l'acceptation, parce que ta conscience est suffisante témoin. L'approbation externe est volatile, mais la tranquillité d'être cohérent avec toi-même dure toute une vie. Choisis la vertu chaque jour, dans les petites et grandes choses, même si personne ne le remarque. Parce que celui qui vit pour être applaudi se vide, mais celui qui vit selon la vertu se remplit de sens. Et à la fin, la paix mentale ne vient pas quand tout le monde t'approuve, mais quand tu sais que tu as fait ce qui est juste. 8. Maîtrise ton esprit. L'esprit est comme un cheval sauvage, puissant mais dangereux si tu ne sais pas le diriger. Si tu le laisses sans contrôle, il te traîne vers le chaos, te jette contre tes peurs et te fait croire que tu es tes pensées. Mais lorsque tu apprends à tenir les rênes, cette même force qui te détruisait auparavant devient celle qui te propulse vers l'avant. Maîtriser ton esprit ne signifie pas le faire taire,
c'est lui apprendre à t'obéir. C'est l'entraîner pour qu'il travaille avec toi, pas contre toi. Le chaos intérieur naît du manque de contrôle mental. La plupart des gens laissent leurs pensées gouverner leur vie sans se rendre compte qu'ils peuvent choisir quoi penser et quoi ne pas penser. Un esprit indiscipliné se nourrit de peur, de doute et de comparaison. Il réagit à tout, s'agite pour rien et s'épuise facilement. Mais un esprit entraîné observe sans juger, agit sans dramatiser et répond avec sagesse. La maîtrise mentale ne s'acquiert pas en un jour. Elle se construit avec une pratique quotidienne, avec la patience de celui qui sait que le calme est plus puissant que la réaction. Chaque pensée que tu répètes devient un ordre pour ton cerveau. Si tu penses à des problèmes, ton esprit les cherchera. Si tu penses à des possibilités, ton esprit les créera. C'est pourquoi le maîtriser ne signifie pas éliminer les pensées, mais les diriger avec intention. C'est l'entraîner comme un muscle. Plus tu l'utilises avec un but, plus il devient fort. Mais si tu le laisses sans discipline, il s'affaiblit et finit par te contrôler. Ton esprit doit être ton allié, pas ton ennemi. La maîtrise mentale commence par l'observation. Apprends à regarder tes pensées sans t'impliquer, comme si elles étaient des nuages qui passent. Si tu ne les nourris pas, elles perdent de la force. L'anxiété, la colère et la frustration ne disparaissent pas en les évitant, mais en les comprenant. Chaque émotion que tu comprends cesse d'avoir du pouvoir sur toi. L'esprit s'éclaircit lorsque tu arrêtes de te battre avec lui. Au lieu de dire « je ne veux pas penser à ça », demande-toi « pourquoi je pense à ça ?» Cette simple question change la dynamique du pouvoir intérieur. Tu as aussi besoin de discipline mentale pour ne pas réagir à chaque stimulus. Le monde moderne est conçu pour voler ton attention. Notifications, nouvelles, opinions. Chaque interruption est un voleur d'énergie. Maîtriser l'esprit, c'est apprendre à diriger ton attention vers ce qui est vraiment important et laisser le reste passer. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne nécessite pas ton énergie. Lorsque tu apprends à ignorer ce qui est sans importance, ton esprit devient ton refuge, pas ton champ de bataille. Le contrôle mental n'élimine pas les émotions, il les met à leur place. L'esprit fort ressent, mais ne se noie pas. Il observe la douleur, la traite et continue. Il ne nie pas ce qu'il ressent, il le traduit en sagesse. La différence entre un esprit faible et un esprit fort ne réside pas dans le nombre de problèmes auxquels ils sont confrontés, mais dans la façon dont ils les interprètent. L'esprit dominé transforme chaque difficulté en entraînement, chaque chute en apprentissage, chaque silence en pouvoir. Maîtriser ton esprit est le point culminant de la croissance personnelle. C'est le moment où tu comprends que tu n'as pas besoin que quoi que ce soit change pour te sentir en paix, parce que la paix, c'est toi qui la crée. Rien d'extérieur ne peut perturber celui qui contrôle son monde intérieur. C'est la véritable liberté. Pouvoir penser sans être esclave de tes pensées, agir sans être entraîné par les émotions, décider sans le bruit de la peur. Lorsque tu arrives à ce point, tu ne réagis plus, tu réponds, tu ne survis plus. Tu vis avec intention. Et alors, tu comprends que maîtriser ton esprit n'est pas seulement un objectif, c'est l'art de te gouverner toi-même.